Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver et chose promise, chose due, je vais revenir sur le nouveau film de Darren Aronofsky, 6 ans après Mother, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, The Whale. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur The Whale, le nouveau film de Darren Aronofsky, ce cinéaste américain à qui l'on doit les succès Requiem for a Dream, The Wrestler avec Mickey Rourke, qui est absolument formidable. C'était plus ou moins le film qui était censé relancer sa carrière et qui était absolument fabuleux. Il y a eu également deux notables, Black Swan avec Nathalie Portman et le dernier en date, Mother, qui est absolument fabuleux pour moi, mais qui avait divisé à l'époque la presse et les spectateurs. Bon, moi j'aime bien parce que justement c'était un film qui continuait sur ces thématiques bibliques, sacrées, humains. Donc ce couple qui se déchirait c'était absolument passionnant, donc avec Javier Bardem et Jennifer Lawrence. Moi personnellement ça marchait plutôt bien. Et donc aujourd'hui, il nous revient avec The Whale. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un film quand même qui était très attendu, notamment, davantage pour le retour de Brendan Fraser en fait, parce que c'est vrai que Brendan Fraser passe de ça quand même, à ça. Donc lui c'était, on l'a découvert en 99 évidemment avec La Momie, film quand même familial, pour pré-ado je dirais, ou ado quoi. Il y a eu évidemment ces deux suites, entre 2000 et 2008. Et entre-temps, on a eu quoi? On a eu Georges de la Jungle, les Looney Tunes passent à l'action, et c'est vrai que, après tout le reste, traversée du désert pour Brendan Fraser. Alors, j'ai quand même regardé sa filmo, il a quand même fait il a fait des films, c'est pas arrêté véritablement de bosser. Mais je pense que c'est des films locaux, qui se sont faits justement qu'aux États-Unis, qui n'ont pas été très vus, qui ont été peut-être mal distribués. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de les voir. Mais voilà, il y a eu une traversée du désert clairement pour Brendan Fraser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que pour faire revenir des acteurs en fait qui étaient quasi oubliés, ça passe par une transformation du corps. C'était un peu le cas déjà dans The Wrestler, d'Aronofsky. C'était Mickey Rourke donc, qui prenait des anabolisants et tout un tas de médicaments pour avoir ce corps, pour entretenir son corps bodybuildé de catcheur. Vous voyez, et là je trouve que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça passe par une transformation physique, on se sent un peu obligé pour faire revenir un acteur qui a une transformation, ou alors qu'il se mette dans un état pitoyable. C'est un peu le cas dans The Revenant, où DiCaprio était comme ça, en train d'être à moitié mourant comme ça dans la forêt du Missouri, en train de chercher son Oscar. C'est un peu la blague que je fais, mais c'est ça. Et là, c'est un peu pareil, on sent quand même que l'idée, c'est quand même d'émouvoir par la force des choses. Bon, mais on va dire tout ce côté un peu fabriqué à part, si on se concentre vraiment en dehors de la com sur le film précisément, c'est l'histoire de Charlie, donc un enseignant en littérature, qu'incarne justement Brendan Fraser, qui donne des cours en fait à partir de son canapé sur son ordinateur en visioconférence. Il bloque la caméra parce qu'il ne veut pas montrer son état monstrueux, parce qu'il pèse à peu près 300 kg. En fait, il est dépressif, et il souffre du syndrome d'hyperphagie incontrôlée, c'est-à-dire qu'en fait, il est boulimique, clairement, puisque il ne se remet toujours pas en fait de la mort de son amant, qu'il avait rencontré à l'époque où il avait déjà justement créé une famille, Charlie, parce qu'il avait sa femme et sa fille, mais il a entre-temps rencontré un jeune homme, un jeune étudiant, donc il en est tombé amoureux et donc il a délaissé sa famille, vous voyez, donc c'est absolument terrible parce qu'il a laissé une fille de 8 ans en fait avec sa mère et il est parti pendant tout ce temps et il essaye justement, tant bien que mal, de renouer des liens justement avec sa fille qui désormais a 17 ans. Et qui vient toquer à sa porte. Voilà. Donc, il va y avoir toute une galerie de personnages en réalité. Il n'y aura pas que la fille. Il y aura dans un premier temps aussi un représentant d'une institution religieuse. Alors, c'est
comment dirais-je, c'est un petit peu comme si un témoin de Jéhovah venait frapper à votre porte tous les jours, vous voyez, un petit peu pour vous faire un petit peu un discours sur Dieu, etc. Donc voilà, et il y a aussi donc un livreur de pizza aussi qui finalement ne pourra, voilà, ne peut jamais voir Charlie puisqu'il refuse à chaque fois de lui ouvrir la porte en fait au livreur. Il lui dit vous avez l'argent sur la boîte aux lettres, et vous repartez, voilà. Alors que le livreur aimerait bien créer du lien social en fait. Donc ça c'est intéressant parce que dans la galerie de personnages que présente le film, eh bien il y a des personnages qui cherchent à créer du lien social, du contact, et d'autres qui refusent. Donc évidemment, la plupart du temps, c'est quand même Charlie qui refuse, même si la fille aussi refuse, et que... alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Charlie refuse de son côté, la fille, ça dépend des moments, mais on va dire qu'elle est plutôt dans un refus de base, donc Charlie est même prêt à la payer pour qu'elle reste et pour pouvoir essayer de recréer du lien. Donc c'est intéressant, ces atomes un peu qui s'affrontent, ces neutrons voilà, qui tournent un peu comme ça, tout le monde se tourne autour. Donc ça c'est plutôt bien vu, je dirais. Donc j'ai quand même globalement apprécié ce côté-là. J'ai beaucoup aimé, parlons de la cinématographie, parce que je ne veux pas trop spoiler l'histoire en réalité. Au niveau cinématographie, ce qui est intéressant, c'est que justement, Aronofsky a réussi à faire oublier le côté pièce de théâtre, hein, bien sûr, et c'est ce qu'avait réussi, à mon sens, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais à mon sens aussi Florian Zeller sur The Sun. Moi j'ai trouvé qu'il avait absolument réussi justement à rendre cinématographique cette pièce de théâtre, qui était en plus la sienne. Là en l'occurrence c'est pas la sienne, bon c'est celle de Samuel D. Hunter. Voilà. Mais voilà, il a réussi notamment avec la lumière, parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est quasiment un huis clos, vous êtes constamment dans l'appartement de Charlie. C'est que la lumière est tellement basse que ça crée un peu une atmosphère comme ça, un peu pesante. On sent le côté solitude, ça renforce la solitude en fait. Du personnage, on vous la fait ressentir par ça, par la lumière, ce grain de l'image particulier qu'on retrouve un peu dans certaines séquences aussi de Requiem for a Dream, où on avait notamment le rôle de cette maman vieillissante qui passait son temps à regarder la télé, vous savez, hein, c'est un film qui n'était pas uniquement sur la drogue, mais sur toutes les addictions, hein, quelles qu'elles soient. Requiem for a Dream, et donc elle était constamment sur le même jeu télévisé, voilà, et donc c'était quand même assez terrible. Et donc là, il y a l'addiction aussi eh bien, à la nourriture pour compenser, parce que vous avez le rapport à la nourriture, quand on est boulimique, il y a un côté, hein, au niveau psychologique, où c'est souvent pour rechercher de l'affectif. Quand on mange beaucoup de sucré, c'est qu'on cherche à combler un manque affectif, en général. Et bien là, c'est très très bien vu, bien sûr. Hein. Il comble l'absence de cet amant par la nourriture. Évidemment, c'est un leurre, c'est un piège, c'est comme, vous savez, ces oasis comme ça dans le désert, on croit les voir et puis en fait, elles n'y sont pas. Ça vous fait croire constamment que vous allez pouvoir combler un manque, mais qui sera toujours là, c'est-à-dire vous manquez de compagnie, vous êtes... Voilà. Mais lui, il accepte complètement son sort, c'est-à-dire que c'est son côté fataliste, en fait, à Charlie, c'est son côté suicidaire, un peu aussi, où finalement, il attend un peu la mort sur son fauteuil, en fait. De toute manière, il est... Même s'il voulait se donner la force, par moments, il y a des élans où on sent qu'il a envie de s'en sortir, par moments, parce qu'il y a une lueur d'espoir, il y a des petits moments de lucidité, voilà, où il se sent un tout petit peu mieux, on se dit, ouais, il va essayer de rebondir, et finalement, à chaque fois, il s'effondre, il s'écroule. Donc c'est une belle métaphore à ce niveau-là. On a le côté toujours un peu mystique, biblique, il y a les références évidemment à Moby Dick, puisque Moby Dick, vous connaissez peut-être son second titre, c'était The Whale, justement, hein, c'était Moby Dick or The Whale, hein. Donc ça, évidemment, il y a des références à Moby Dick, qui a été, entre parenthèses, donc publié en 1851 par Herman Melville, voilà, qui est considéré comme voilà, une grande œuvre romantique voilà, du roman américain. Ça a marqué la littérature, pas tout de suite, hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, pour la petite parenthèse, hein, je fais une petite digression, mais c'est vrai que Moby Dick à l'époque, ce n'était pas voilà, très très bien reçu par la presse. Il a fallu attendre un petit peu, c'est souvent le cas des grandes œuvres, hein. On ne va pas toutes les citer, mais même au cinéma. Voilà, il a fallu du temps pour rehausser quand même en fait, les qualités, voilà, trouver les qualités chez Moby Dick, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un incontournable de la littérature américaine. Donc voilà, donc vous avez ces références-là, vous avez des références évidemment à la religion, à Dieu, etc. Il y a énormément de thèmes qui sont évoqués, mais selon moi, et c'est là que ça pêche un peu, c'est qu'en fait, voilà, il y a plein de sujets évoqués, mais pas tout à fait traités à fond. Alors,
je suis peut-être un peu dur, mais moi, il m'a manqué il m'a manqué, en fait, surtout... En fait, pourquoi il a du mal, je trouve, à traiter ces sujets, Aronofsky, sur ce film-là, c'est que son personnage n'évolue pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que le film pourrait s'arrêter à peu près n'importe quand, qu'on serait un peu dans la même situation au niveau de Charlie, en fait. Charlie n'évolue pas vraiment, à part son corps qui prend de plus en plus de poids. Lui, mentalement, n'a pas une évolution de fou. C'est-à-dire qu'en fait, son espèce voilà, parce que son dénouement, c'est une espèce de révélation un peu tardive comme ça, pour arriver n'importe quand, en fait. Vous verrez, hein. Évidemment, pas de spoil, mais je ne comprends pas pourquoi, comme ça, ce personnage n'est pas assez... ce scénario n'est pas plus construit, davantage construit, autour d'une évolution chez Charlie. Alors, c'est peut-être voulu, mais c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il n'y a jamais d'évolution. Donc, heureusement, et c'est ça le côté salutaire du film, c'est ça qui sauve un peu aussi le spectateur j'allais dire de la sieste, il pourrait s'endormir devant, c'est les personnages secondaires. C'est toute la galerie de personnages secondaires qui fait que le scénario, l'évolution de Charlie va être à peu près nourrie, justement. Lui qui se nourrit que de nourriture, ces personnages qui débarquent chez lui vont nourrir son histoire, en réalité. Et heureusement qu'ils sont là. Vous voyez, à chaque nouvelle arrivée, waouh, moment de respiration, ça met un petit peu d'air frais à cette histoire, parce que sinon on est complètement... ça c'est sûr que en termes d'immersion c'est bien réussi, hein, on est dans son état dépressif, tout ça, mais il y a quelque chose qui manque pour faire évoluer, avancer cette histoire. C'est un peu laborieux, je trouve, c'est lent, c'est très très lent, mais c'est pas toujours justifié, en fait, dans sa dynamique, je trouve, le film, voilà. Donc... Voilà, comme je vous dis, je suis un peu mitigé. J'ai pas détesté ce film, hein, attention, j'ai bien aimé, mais voilà, il y a quelque chose qui me fait dire que on va pas au bout. Voilà, on va pas au bout. Vraiment, ça aurait pu même être un court-métrage ou un moyen-métrage, ça aurait été très très réussi. Parce qu'il y a tout pour, hein, clairement. Je pense que les 2 heures de film sont pas forcément justifiées. Je pense que... Voilà, moi, j'ai rien contre les films qui prennent du temps, tout ça, mais quand il y a des choses, quand il y a une idée par plan, quand, vous voyez ce que je veux dire, même quand ça parle pas, même quand c'est pas bavard, justement, s'il se passe des choses à l'écran, il y en a, hein, bien sûr. C'est un film qui va vous demander justement d'être actif devant la toile, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un spectateur passif devant ce film, hein, bien sûr, parce qu'il y a des thématiques, il y a le côté tempête, à un moment donné, il y a une tempête, alors il donne à manger aux oiseaux, donc on imagine que c'est une référence à tel truc. Bon, il y a plein de trucs comme ça, c'est sympa, mais c'est dommage que... je veux pas qu'on nous prenne plus par la main, c'est pas ça, mais il y a un truc qui cloche dans ce film. C'est très très dur en plus à déceler ce qui... Mais je vous dis, moi, clairement, pour moi, pour vraiment simplifier, pour trouver une raison assez concrète, c'est vraiment cette évolution. Ça traîne. Charlie ne ressort ni grandi, enfin, ni totalement grandi, ni totalement affaibli de cette histoire. C'est assez neutre, en fait, comme évolution. Donc, c'est un peu comme si dès le début, enfin, entre le début et la fin, parce que, comme vous le savez, Aronofsky aime bien jouer aussi avec les boucles, ça arrive parfois. Voilà, je tease uniquement, je ne spoil pas, donc sans révéler. Mais il s'amuse un peu à faire des échos entre le début et la fin de ses films. Mais là, pour le coup, contrairement à Moser, ouais, je vois pas trop, en fait. Voilà, on commence le film, on finit ce film, on est dans le même état à peu près. Il n'y a pas vraiment, même en tant que spectateur, vos émotions ne vont pas vraiment changer. Enfin, on découvre sa fille, on découvre d'autres personnages que je ne citerai pas pour ne pas révéler encore une fois. Donc oui, ok, petit à petit, on découvre des personnes qui ont vécu avec lui par le passé, etc. C'est intéressant, la fille qui ne veut pas parler à son père veut parler, évidemment, représentant de cette église, New Life, de mémoire. Donc elle est plutôt demandeuse parce qu'elle a un côté un peu rebelle, donc elle aime bien un peu les personnes un peu différentes. Donc elle va peut-être vouloir créer du lien avec lui, peut-être parce qu'il y a quelque chose de... Je sais pas, elle a peut-être des sentiments pour lui. Donc vous voyez, tout ça est intéressant.
Mais je dirais que ce qui évolue le plus, c'est ça justement. C'est l'histoire entre la fille de Charlie et évidemment, donc voilà, je ne sais pas trop comment le nommer, mais on va dire le religieux. Voilà, ce religieux, voilà, je pense que c'est ce qui est peut-être le plus intéressant. Mais ouais, mitigé. Écoutez, vraiment, je vous recommande en tout cas de voir ce film, clairement, pour la prestation, évidemment, de Brendan Fraser, même si évidemment, voilà, peut-être que certains trouveront qu'il en fait peut-être un peu des caisses, tout ça, mais c'est très juste. On peut rien dire, c'est très juste. C'est comme cette fille, Sadie Sink, hein, qui est donc cette jeune actrice qu'on a pu voir eh bien, dans Stranger Things. Voilà. Donc elle est connue plutôt du petit écran. Et donc je crois que c'est d'ailleurs sa première proposition cinématographique, si je ne m'abuse, enfin vraiment importante pour elle. Donc écoutez, voilà, elle aussi, on sent qu'elle y va, quoi. Elle en veut. Donc peut-être que certains trouveront justement qu'elle en fait trop, mais moi je trouve que c'est plutôt juste dans tous les cas. C'est-à-dire que si on en fait trop, la moindre des choses, c'est d'être très juste. Voilà. Donc quand on est plutôt en retenue, justement, c'est qu'on prend peut-être parfois un peu moins de risques, et c'est vrai que là, non, ils y vont à fond et ils sont justes. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme je vous dis, c'est la structure du scénario, plus que le scénario lui-même qui me pose problème, plus même aussi que l'écriture des dialogues qui est très très bonne. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses très bonnes, hein. C'est-à-dire les dialogues, évidemment, le scénario sur ce qu'il évoque, sur sa profondeur, la direction d'acteur, la lumière, donc l'image aussi très travaillée bien entendu, mais voilà, donc tout ce qui manque, c'est l'évolution de Charlie. Dans tous les cas, voilà, si vous voulez donner une chance à The Whale, quand même voyez-le en salle, dans tous les cas. Voilà, c'est toujours mieux de vivre les expériences au cinéma, bien entendu. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Je vous remercie vivement d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, écoutez, un petit clic suffit pour soutenir les films du vendredi, donc n'hésitez pas. Et en attendant, la prochaine vidéo devrait s'intéresser justement aux Oscars, hein, au palmarès des Oscars 2023. Alors vous allez me dire, oui mais cette année, c'est étonnant, il n'y a pas eu de vidéo sur les Césars. Eh bien écoutez, oui, cette année, exceptionnellement, j'ai pas trouvé le palmarès très palpitant. Alors je suis tout de même content pour La Nuit du 12 hein, de Dominique Moll, faut pas déconner, c'était quand même un film intéressant et c'est surtout le film qui méritait parmi la liste hein, de le recevoir et donc c'est la moindre des choses. Je suis content pour L'Innocent, Louis Garrel a aussi retenu, voilà, eu un prix. Je suis content, donc c'était Fira cette année qui avait toujours pas aussi son prix, je suis content aussi. Mais voilà, le palmarès m'a pas plus emballé que ça. Je suis beaucoup plus hypé par les Oscars avec ce florilège de grands films. J'en profite pour dire aussi que j'ai vu Empire of Light, que je vous recommande vivement, mais vivement. Olivia Colman est bouleversante aussi. Là aussi, on a des névroses, des trucs, voilà, elle a aussi un traumatisme. C'est un film aussi qui est sur fond de racisme et tout. C'est un film très très fort, toujours avec eh bien, Roger Deakins, hein, donc ce directeur de la photo absolument fabuleux, attitré quasiment en ce moment hein, de Sam Mendes. Donc absolument fabuleux et qui est retenu d'ailleurs aux Oscars uniquement pour sa photographie, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, écoutez, je suis beaucoup plus hypé par les Oscars et ce sera donc la prochaine vidéo qui arrivera dans 2 semaines. Voilà, donc save the date. C'est vrai qu'en ce moment, il y avait un peu des vidéos toutes les semaines, mais là, ce sera dans 2 semaines. Et en attendant, écoutez, justement, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!